Merci beaucoup d'être venu et je remercie les organisateurs de ce Forum de la Pensée de m'avoir invité. Alors, je vais défendre une idée ici qui va peut-être sembler paradoxale parce que elle est assez différente de ce à quoi je m'attelle en tant que cinéaste documentaire. Et disons que je vais partir en guerre contre une idée largement répandue et qui me semble comporter un certain nombre de dangers. Cette idée, je pourrais la qualifier d'ethnocentrique. Ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, c'est simplement le fait de prendre un certain nombre d'idées, de perspectives, de points de vue sur les choses qui appartiennent à une culture, à un coin du monde, parmi d'autres, et à penser que ces idées, cette façon de voir pourrait s'appliquer sans dommage à d'autres cultures, à d'autres coins du monde. Évidemment, l'ethnocentrisme, c'est le danger que les ethnologues ou les anthropologues relèvent à chaque pas et contre lequel ils doivent lutter de toutes leurs forces parce que c'est à la fois la chose la plus commune et la plus dangereuse. Alors, quelle est cette idée contre laquelle je voudrais attirer votre attention ? Eh bien, elle est comprise dans l'intitulé qui nous réunit aujourd'hui, à savoir « être humain ». Alors, l'expression « être humain », elle est parfaitement acceptable, on l'emploie tout le temps et on la comprend parfaitement bien. Mais dans « être humain », il y a un mot dont il va falloir se méfier et je vais vous indiquer comment et pourquoi. Le mot dont il faut se méfier, c'est le mot « être ». Le mot « être » comporte un danger parce qu'il peut tendre à nous faire croire que ce qui est propre à l'humain ressortit à l'être, c'est-à-dire à une définition limitée d'une entité, d'une substance qui serait humaine, et cette définition limitée, circonscrite, eh bien, assez souvent, elle va reposer sur l'idée de corps. Autrement dit, être humain peut nous faire penser, peut nous faire croire que l'humain est tout entier contenu dans une personne et dans son corps. Et moi, je voudrais partir en guerre contre cette idée, qui comporte une part de vérité, bien sûr, on en est tous conscients. Les humains sont aussi des personnes. Mais ce qui est propre à l'humain, est-ce que c'est simplement le fait que nous soyons des bipèdes doués de susceptibilité, que nous soyons des corps désirants, souffrants, courants, marchants, ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Et moi, je voudrais dire qu'il y a autre chose. Et que cette autre chose n'est pas une chose de nature théologique ou de nature impalpable ou de nature abstraite. Je voudrais dire que cette chose, nous l'avons sous les yeux, tant et si bien que nous ne la voyons plus. Quelle est cette chose? Lorsqu'on parle d'être humain, on tend à réduire l'humain donc à un point. Et on va donner comme définition de l'humain la personne circonscrite par son corps. C'est pour moi une définition zoologique. Alors bien sûr, nous sommes des animaux comme les autres, pas tout à fait comme les autres néanmoins, parce que nous ne vivons pas comme des animaux, nous vivons en société. C'est une chose bien connue. Et donc je voudrais substituer à une définition zoologique, une définition sociologique de ce qui est propre à l'humain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas attacher d'importance à ce qu'on appelle la personne. Ça veut dire que la personne n'est compréhensible que dans cet environnement social dans lequel elle est plongée universellement et immanquablement. C'est une banalité, mais c'est une banalité qui est perdue de vue de nos jours et qui va comporter un certain nombre de conséquences dangereuses que je vais relever. Lorsque nous réduisons l'humain à son corps, à sa fonction corporelle, à son existence corporelle,
nous ne faisons pas une très grande différence entre le vivant et le cadavre. Lorsque on prend une plante et qu'on la met dans un herbier, on dit « voici un coquelicot ». Bon ben on procède de la même manière en pensant que l'humain c'est l'être humain, c'est-à-dire la personne. Ça n'est pas tout à fait exact parce que cette personne, selon les lieux, selon les temps, selon les cultures, selon les sociétés, cette personne est pourvue d'attributs, elle est l'objet d'attributs différents, elle est l'objet de perspectives différentes. Et nous avons immédiatement tendance, en parlant du corps et en parlant de la personne, à penser que l'humain est individuel. Ce faisant, je pense qu'on commet une confusion, relevée par de nombreux philosophes, entre une opération logique qui est celle du dénombrement ou de la distinction. Par exemple, nous sommes capables de distinguer Monsieur Moutarde de Madame Violette. Et voici Monsieur Moutarde, voilà Madame Violette. Nous les distinguons parce que nous distinguons leur personne. Nous faisons ça tout le temps, bien sûr. Heureusement que nous en sommes capables. Mais est-ce que cette opération logique du dénombrement est une opération de qualification intéressante de ce que c'est que l'humain? Ben, je crois que c'est très insuffisant. Je crois que c'est très insuffisant parce que nous pensons, en distinguant les personnes, qu'elles sont des individus autonomes, qu'elles contiennent en elles leurs propres désirs, leurs propres lois, leur propre indépendance, un peu comme nous nous voyons, ou un petit peu comme nous nous idéalisons. C'est là qu'est l'ethnocentrisme. Cette manière de penser que la personne, c'est l'individu au sens sociologique, c'est-à-dire l'individu moderne, l'individu occidental, l'individu qui veut être indépendant, l'individu qui ne veut pas subir une loi qui ne soit pas la sienne et qu'il n'ait pas acceptée, ben, cette idée, elle n'a pas cours partout. Ce qui ne veut pas dire que dans d'autres sociétés du monde, les gens sont vus ou se voient eux-mêmes comme des mécaniques obéissantes. Bien sûr que non. Mais ils ne se voient pas forcément comme la valeur finale, terminale, du monde social dans lequel ils sont. Et donc il y a un certain ethnocentrisme, c'est celui que je mentionnais au début, à dire qu'être humain, c'est être un individu. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous faire penser, qu'est-ce qui pourrait nous éclairer sur ce que c'est qu'être humain sans le penser dans les termes qui sont historiquement et géographiquement limités, non pas nuls, bien sûr, mais limités, particuliers, dans les termes qui sont les nôtres. Eh bien, je pense qu'il y a une autre façon de penser l'humain, qui est celle de l'anthropologie sociale. Et cette manière, je dirais, consiste à penser l'humain non pas en tant que substance, c'est-à-dire comme une bouteille pleine qu'on pourrait poser sur le coin de la table et dont on pourrait dire « voici Monsieur Violette et voici Madame Moutarde », ou l'inverse, si vous voulez, mais une perspective qui nous permettrait de les penser en tant que relations, ou plus exactement, plonger dans des relations, dans ce qu'on appelle les relations sociales. Donc tout d'un coup, il ne s'agit plus tout à fait du corps. Il s'agit de la société. Quelles sont ces relations? Ben, écoutez, il y en a 3, me semble-t-il, qui vont avoir des conséquences importantes. Pour le moment, on nage dans la banalité, qu'il faut rappeler parce que je pense qu'elle a perdu droit de cité. Mais il y en a 3 que nous connaissons bien et que nous connaissons si bien que nous tendons à les oublier, tout simplement. La première, c'est la relation de coprésence.
Dans une société humaine, les gens vivent ensemble. Et il y a beaucoup de sociétés humaines, et dans toutes ces sociétés humaines, de quelque nature qu'elles soient, et elles peuvent être très différentes, très nombreuses ou très petites, il y a en Nouvelle-Guinée des sociétés, par exemple, qui traditionnellement parlaient leur langue et qui comportaient une centaine de personnes. Mais elles avaient leur langue. Elles parlaient leur langue et elles se comprenaient. Et elles agissaient à leur manière. La première relation, c'est la relation de la coprésence, et donc c'est une relation de territoire, c'est une relation territoriale. Une société existe dans et par un territoire. Ça, c'est une notion que nous tendons à trouver désuète, alors qu'en réalité, autour de nous, on ne voit que ça. C'est-à-dire qu'on ne voit que des ensembles territorialisés de mœurs, de langues, de lois, de façons de faire, de ressources. Bon. Donc la relation territoriale. On entre en société avec quelqu'un qu'on peut regarder et avec qui on peut échanger. Alain Caillet en parlera, je crois que c'est cet après-midi. La deuxième relation, c'est la relation qui est celle de la culture, c'est-à-dire de l'ensemble des catégories qui sont plus ou moins partagées par des gens qui vivent, disons, sous un même toit culturel. On a beaucoup glosé, il y a une centaine d'années, et récemment encore, mais on a beaucoup glosé sur ce que pouvait être la société. Est-ce que c'était une chose au-dessus de nos têtes? Est-ce que c'était une chose qui était super organique, impalpable, une espèce de contrainte à distance, un truc métaphysique qu'on n'arriverait pas à situer? Non, une culture, c'est simplement des catégories de pensée et d'action que nous partageons. Alors, une façon de parler, un accent, des mœurs, des façons d'enterrer ses morts, ou de manger, ou de pisser. Figurez-vous qu'en Nouvelle-Guinée, les hommes pissent accroupis et les femmes debout. Et voilà. L'ethnologie commence avec des choses simples. Alors, une langue. Évidemment, la langue est l'objet social, l'être social le plus éminent et celui qu'on ne voit plus puisque nous parlons naturellement, justement, comme nous pissons. Et donc nous avons l'impression que c'est quelque chose qui va de soi. Mais lorsqu'on regarde les langues du monde, on s'aperçoit que dans chaque petite vallée de ce monde, dans chaque plaine, et depuis l'aube des temps, les gens réunis se sont mis à parler des langues. Et pourtant, une langue, personne n'en est l'auteur. Aucun individu n'en est l'auteur. La langue est un phénomène sociologique très compliqué parce que c'est une chose qui n'a pas d'auteur, qui n'a pas d'auteur individuel. Son auteur, c'est la relation. C'est ce qu'on appelle un phénomène émergent. Il n'y a pas un moment où la langue est inventée par décret, mais il y a un mouvement par lequel, progressivement, cette langue se met à exister. Alors elle change tout le temps, mais c'est à un moment donné un bien commun, enfin c'est en tout temps un bien commun, et qui est différent des autres. Il y a un troisième type de relation qui me paraît très important également, et qui nous fait déborder complètement de l'horizon de l'ontologie individuelle, c'est celui de l'histoire. Les humains sont des animaux un peu particuliers parce qu'ils pratiquent la prohibition de l'inceste, partout. Autrement dit, ils n'engendrent pas avec n'importe qui ici ne voulant pas dire que nous n'engendrons pas avec des gens que nous méprisons. Cela veut dire que, comme on a pu dire, les places sont numérotées et on n'engendre pas avec des gens avec lesquels, dans nos mœurs, il est interdit d'engendrer. Mais les gens avec lesquels il est interdit d'engendrer varient d'une culture à l'autre. Dans le Moyen-Orient,
un homme épouse souvent la fille du frère de son père, qu'on appelle une cousine parallèle dans le vocabulaire de la parenté anthropologique, alors que dans d'autres endroits, se marier avec la fille du frère de son père est au contraire considéré comme totalement incestueux. Autrement dit, l'inceste est universel dans son principe, mais pas dans son application. Et il y a des conjoints que nous accepterions, d'autres que nous n'accepterions pas. Dans les sociétés occidentales modernes, il n'y a pas de conjoint préféré, mais il y a des conjoints prohibés. On n'épouse pas sa sœur, par exemple, ni sa mère. Et cela veut dire une chose, cela veut dire que comme les places sont déterminées, eh bien nous devons et nous tenons compte de notre histoire reproductive, de notre histoire familiale. Autrement dit, nous sommes des êtres généalogiques. Ça, c'est un fait qui est unique dans le monde animal, bien sûr. Alors, on peut se poser la question, pourquoi pratiquons-nous la prohibition de l'inceste ? C'est autre chose, c'est passionnant, il y a eu beaucoup de réponses, mais en tout cas, si on se contente de partir du fait, cela veut dire que nous sommes obligés de tenir compte de qui est venu avant nous et de qui viendra après nous. Autrement dit, l'humain est plongé dans l'histoire. Il n'est pas seulement plongé dans l'histoire parce que les choses changent, parce que les générations succèdent, parce qu'on est et parce qu'on meurt, mais parce que les places dans l'organisation des générations, les places sont numérotées. Elles sont déterminées. Autrement dit, en société, les gens ont une position. Et pas seulement une position de pouvoir ou une position de vertu, de prestige, mais simplement une position en fonction du fait qu'ils sont engendrés par d'autres. Donc la société humaine, c'est une société qui considère son développement dans le temps, qui considère son histoire. J'y suis ou non? Presque. Non, vous êtes bien là. Non, je peux encore parler 5 minutes. Vous êtes bien là, oui. Nous y sommes tous bien. Bon. Alors, donc la société humaine est tenue, par sa logique propre, de se comprendre dans l'histoire. L'histoire n'est pas un phénomène qui nous tombe dessus et l'histoire. Non, c'est que c'est le mécanisme même de l'organisation de nos relations sociales. C'est ça qui est important. Nous avons tendance à réifier l'histoire et à penser que oui, les choses changent, donc nous sommes dans l'histoire. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que nous pensons dans la succession. Voilà. Nous, humains, nous pensons dans la succession. Dès lors que nous pensons dans la succession, eh bien, il devient difficile de déterminer, de définir, de penser l'humain comme réduit à la personne, au corps et à l'individu. Nous sommes obligés de penser dans la relation historique et généalogique qui est instituée par l'existence même de la société. Donc voilà 3 types de relations qui sont, je crois, le propre de l'humain et dont l'existence est devenue si évidente que nous ne la voyons plus ou que nous ne voulons plus la voir parce qu'on peut y trouver une contrainte, un asservissement, une servitude, un fait contraire à l'idéal d'autonomie qui est devenu le nôtre, nous, passagers du monde occidental. Et pourtant, si on se promène sur cette planète et si on regarde les fameux êtres humains, et pas seulement nous voyons que c'est le cas partout. Les humains vivent selon ces 3 types de relations. Alors, ce que je suis en train de dire là n'est pas une définition, scolaire de la chose. Ça a une conséquence qui est bien plus politique qu'on ne croit et dont il faut se rappeler à chaque moment et dont je voudrais bien qu'on se rappelle parce que je crois que cette notion est souvent en passe d'être perdue de vue. Cela veut dire qu'une société,
ça n'est pas un ensemble de relations sociales qui existent à un instant donné. Une société est d'abord plongée dans un lieu, dans une conception du lieu, dans une utilisation du lieu, et dans un rapport d'empreinte réciproque entre ce lieu et ceux qui l'habitent. Alors ça, c'est quelque chose que le monde occidental en ce moment, sur lequel le monde occidental en ce moment est en train de s'interroger. Bon, je voudrais rappeler simplement ce fait, non pas cet idéal, mais ce fait. La deuxième chose, c'est que lorsque nous pensons dans l'histoire, que nous vivons dans l'histoire et que nous nous définissons dans l'histoire, cela veut dire qu'il y a dans la définition de l'humain, du propre de l'humain, les morts et les pas encore nés. Il n'y a pas que les vivants. Il y a ce qui précède et ce qui vient, et qui nous fait l'obligation, dont nous sommes conscients tous à chaque moment, puisque nous organisons aussi nos vies en fonction de ça, mais qui nous fait l'obligation d'un dépôt pour l'avenir. Lévinas, un philosophe qui est mort, je ne sais plus très bien, il y a 15-20 ans peut-être, mais peu importe, avait une formule que je trouve très belle et qui me paraît la formule même de la sociologie. C'était une sorte de devise. Il disait, ma devise c'est celle-ci, recevoir, célébrer, transmettre. Je pense que c'est la définition même de la société telle qu'elle est exprimée autrement par un homme qui s'appelle Émile Durkheim et qui a écrit au début du siècle précédent et qui est l'inventeur, si vous voulez, du point de vue sociologique dans la sociologie française, mais je dirais qui est l'inventeur du point de vue sociologique et son plus grand penseur, me semble-t-il. Recevoir, célébrer, transmettre, cela veut dire qu'il y a un dépôt qui doit être préservé et qui doit être transmis. Et qu'une société n'est pas seulement un moment donné où les gens s'associent dans lequel les gens s'associeraient par convenance, mais quelque chose qui se déroule dans le temps et dont nous ne sommes que les dépositaires. Alors concernant la culture, c'est-à-dire ces catégories communes, ces façons d'agir, de penser, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a quelque chose qui me paraît utile pour mettre dans une perspective ethnographique non ethnocentrique l'idée même d'individu. Reprenons la langue. Personne n'est l'auteur de la langue. Personne. Personne ne peut dire « j'ai inventé la langue française » ou la langue Wolani. Et pourtant, cette langue dont nous ne sommes pas les auteurs, que nous utilisons comme un instrument qui nous est donné, cette langue, elle est en même temps le moyen et le seul qui est mis à notre disposition pour exprimer notre intériorité, notre désir sacro-saint et unique, ainsi le croyons-nous. Autrement dit, l'instrument de l'expression et de la considération de ce qui est en nous unique est un instrument qui ne nous appartient pas, que nous n'avons pas conçu, qui nous est arrivé par hasard et qui n'a été inventé par personne d'autre. C'est un instrument social qui naît de la relation, de l'ensemble des relations au cours du temps qui existent entre des gens qui vivent ensemble et qui vivent en société. Donc je pense que cette histoire de la langue, qui est à la fois le moyen d'expression et de conception de notre intériorité la plus profonde, tout en relevant de l'extériorité la plus
la plus froide, eh bien, je pense que ça dit beaucoup de notre condition. Et je pense que ça dit beaucoup de notre condition humaine. J'y suis presque. Vous y êtes pile. Voilà. Et je pense que par conséquent, notre conception de l'individu achoppe sur cette notion même de langue, de langage, hein, plus exactement, de langue naturelle, comme on dit, c'est-à-dire les langues des sociétés qui se trouvent là. Le tcherkesse, le walani, le français, le franco-provençal, l'anglais, le nanangatmakundi. Bon, il y a des milliers de langues. Alors moi, je défends ma paroisse parce que, ayant été ethnologue en Nouvelle-Guinée, il se trouve que 25% des langues du monde se trouvent en Nouvelle-Guinée, qui est une île au-dessus de l'Australie, qui fait 1,5 fois la superficie de la France. C'est donc un laboratoire culturel absolument fabuleux. D'où peut-être mon attention particulière à ce phénomène. Alors, quelle est la conséquence ultime et que je tiens à défendre avec beaucoup d'engagement personnel? Quelle est la conséquence ultime de tout ça? C'est pas simplement une vue philosophique détachée de la manière dont nous vivons. C'est que si je conteste l'utilité d'une définition zoologique de l'humain par son corps, parce qu'elle me semble tout à fait insuffisante, et que je propose au contraire une définition sociologique, c'est que je pense, alors j'oserais une métaphore, elle est un peu osée, mais elle peut avoir son charme par ailleurs, je pense que l'humain n'est pas dans Monsieur Moutarde ou dans Madame Violette, mais entre eux, dans leurs relations. Alors les relations, c'est pas dans l'être. La substance et les relations, c'est deux choses différentes. Alors vous allez me dire, nous sommes néanmoins des animaux, nous nous respectons, nous faisons attention les uns aux autres. Oui, bien sûr, heureusement. Mais ça n'est pas suffisant. Il faut comprendre qui nous sommes, et pour comprendre qui nous sommes, il faut absolument sortir de la pensée de l'être, de la pensée de la substance, de la pensée de la bouteille hermétiquement close, dans laquelle nous serions contenus à tout jamais, et il faut penser l'humain comme étant fondé sur un ensemble de relations qui ont leur prix, leur valeur, leur effet, leur efficace, relations dont nous sommes les enfants. Alors qu'est-ce que ça veut dire ultimement? Ça veut dire que de même que nous sommes en ce moment en train de défendre à juste titre la diversité des biotopes, moi je propose que nous défendions également la diversité des sociotopes, tout simplement, et que la diversité culturelle nous est aussi précieuse que la diversité des espèces animales. Nous avons tendance à l'oublier, nous pensons que notre avenir est ailleurs, en dehors de nous, et en dehors de la manière dont les humains se sont constitués ici et là, à leur manière, à leur façon, mais sans en être les auteurs, et ça c'est important. Et je propose donc que nous incluons dans l'idée d'humain, l'idée de l'externalité de la personne, l'idée des relations qui nous constituent, l'idée d'une histoire dans laquelle nous ne sommes qu'un maillon finalement transitoire et peut-être sans grande importance. Et lorsque nous parlons d'humain, je propose donc que nous parlions des morts, des vivants et des pas encore nés. Merci beaucoup.